Bonsoir et bienvenue à cette 9e édition de À votre santé en direct du studio Solotech. Je m'appelle Patrice Lécuyer. On m'a demandé d'animer la soirée parce que j'ai un peu d'expérience en animation peut-être, puis aussi parce que je suis le porte-parole de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Si on se rappelle, il y a un an, on était plus que 1000 personnes ensemble à célébrer avec du champagne. Les temps changent. Souhaitons que dans un an, on soit encore 2000 cette fois-ci à célébrer avec le champagne parce que c'est... Enfin, on espère que cette période-là ne durera pas éternellement. Ça ne durera pas éternellement. On va en parler plus tard avec le docteur Marquis, bien sûr. Je veux d'abord féliciter Monsieur Jacques Hamel. Tous les gens qui se sont inscrits à la soirée avant le 1er novembre couraient la chance de gagner un prix, 6 bouteilles de champagne Laurent Perrier de la cuvée Brut Rosée. Alors, il a déjà reçu même son champagne. On remercie notre donateur, Fasken, pour ce prix-là. Tous les bénéfices de la soirée de ce soir vont au fond, tous solidaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va vous parler un peu de ce que c'est exactement que ce fonds. On a une pensée, pas juste une pensée, mais je salue Dominique Michel, qui est l'instigatrice, ni plus ni moins, de cette soirée-là et qui sûrement nous écoute. Ça a réussi à débarrer son ordinateur. Alors, si vous voulez faire un don, il y a en haut de l'écran, il y a un icône « Je fais un don ». Il y a l'onglet « Don » sur l'encre en ligne. Ça vous transmet sur le site macause.com/AVS. Et sur ce site-là, vous vous inscrivez, vous donnez votre numéro de téléphone, votre nom et votre courriel. C'est important parce que si jamais des gens misent à l'encan silencieux et sur les mêmes lots que vous allez recevoir un texto qui va vous dire qu'il y a des gens qui misent sur le même lot que vous. Si vous voulez avoir des questions, vous pouvez aller sur le chat qui apparaît en bas de l'écran. Vous pouvez aussi aller sur la salle de réseautage du fond de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est à droite de l'écran. Vous pourrez... Parce que cette soirée-là était faite au départ pour que les gens puissent faire du réseautage. Alors, on pourra le faire ce soir durant l'émission. On pourra le faire à la fin, pas l'émission, mais la soirée. Puis à la fin, on pourra même poursuivre et, une fois que tout sera terminé, discuter entre nous quand même. Alors, j'aimerais d'abord, en commençant cette soirée, accueillir deux femmes qui ont travaillé avec un comité de femmes d'affaires bénévoles absolument extraordinaire. Dans cette période-ci, ils ont remué ciel et terre pour organiser cette soirée-là. On parle de Louise Roby, qui est associée chez Mazars, et Joanne Claveau, qui est gestionnaire de portefeuille et vice-présidente financière de la Banque nationale, gestion de patrimoine. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Oui, très bien. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Merci. Louise. Merci d'être là. Bonsoir, Joanne, et bonsoir tout le monde. Écoutez, ça a dû être quelque chose d'absolument monumental dans cette période-ci d'organiser une soirée comme celle-là. Effectivement. Disons que nous avons eu à relever quelques petits défis. Pour nous, il n'y avait aucun doute que cette soirée devait avoir lieu. Le travail que la Fondation accomplit chaque année pour assurer le mieux-être des patients de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est tout à fait remarquable. Alors, c'est pourquoi nous voulions vraiment être présentes pour elle. Donc, en réunissant nos forces, nos réseaux, nos contacts, nous avons pu organiser cette soirée. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les membres du comité ainsi que la permanence de la Fondation. Des femmes d'affaires de tête, de cœur, des bénévoles exceptionnels, dévoués, déterminés, qui ensemble ont fait preuve de créativité, d'innovation et oui, nous nous sommes réinventés, qui a ensuite pour vous offrir cette soirée, je l'espère bien, remarquable, voire mémorable. Alors, merci à chacune d'entre vous pour votre implication. Ce fut un réel plaisir de collaborer avec vous. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup encore. On connaît le contexte actuel, on sait que les besoins sont criants, mais je pense que tous les partenaires, malgré le contexte particulier, ont répondu présent. C'est quand même extraordinaire. En effet, nous avons la chance d'avoir des partenaires de longue date qui ont répondu présents malgré les circonstances, qui prouvent qu'on a réussi à établir une relation très forte avec eux. Je tiens à remercier du fond du cœur notre partenaire présentateur de la soirée, la Société des alcools du Québec, ainsi que notre grand partenaire donateur Québécois. Nous avons aussi le privilège d'avoir de nouveaux partenaires cette année qui ont décidé de soutenir notre cause. Et nous en sommes extrêmement reconnaissantes. Merci.
J'ai appris d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont avec nous en présence virtuellement d'ailleurs. Sandrine Bourlet, qui est vice-présidente de commercialisation de la SAQ, et M. Jean B. Pellado, qui est directeur général de données performance publicitaire pour Québécois et Vidéotron et qui est président d'honneur de la soirée. Ils sont avec nous, on les salue. Comme on vous salue tous, vous, chose que j'aurais dû faire en début de soirée. Merci beaucoup d'être là. C'est une soirée qui va être interactive, n'est-ce pas? Oui. Alors, tout à fait. Mais juste avant de poursuivre, Patrice, je tiens à vous remercier sincèrement au nom du comité organisateur d'avoir accepté d'animer À votre santé. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Vraiment, merci, Patrice. Non, écoutez, j'aurais pas manqué ça. C'était une soirée les dernières années, c'était exceptionnel. Et je suis convaincu que les gens vont se sentir comme ça aussi à la maison. Ça va être exceptionnel également ce soir. Soirée particulière et vous nous avez préparé une très belle soirée. Oui, je pense. Alors, une soirée digne de la tradition d'À votre santé. D'abord, dans un premier temps, nous aurons le plaisir de vous écouter, Patrice, échanger avec le docteur François Marquis. Alors, je suis assez impatiente car je le trouve super intéressant et quel personnage. J'aurai certainement une question ou deux à lui poser car nous aurons toute la chance de le faire de nos maisons. Alors, comme mentionné au début de la soirée, nous avons concocté un encan en ligne fort intéressant. Encore cette année, le comité a travaillé fort pour dénicher des lots qui permettront, je l'espère, aux acquéreurs de vivre de belles expériences, que ce soit avec des voyages, et oui, des voyages, des repas, oui, des repas avec des personnalités publiques, des œuvres d'art et j'en passe. Alors d'ailleurs, j'espère que tout le monde a commencé à faire ses mises. J'ai passé dans la salle, je vais aller voir. Les lots sont particulièrement intéressants. On va parler avec des gens, entre autres avec Véronique Rivet, plus tard dans la soirée, avec Daniel Vézida. Et c'est vraiment... on va s'amuser. On est là pour s'amuser ce soir. Tout à fait. Alors, les gens, je vous invite à consulter le site de l'encan. Je rappelle encore que tout l'argent qui est amassé ce soir sera pour le Fonds Tous solidaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, je veux me joindre à vous tous à la maison et à vous ici. Je lève mon verre à vous deux et à tous les membres du comité. Merci. C'était vraiment une soirée extra. Les gens vous appellent pour vous féliciter. C'est pas des farces, hein? Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ça appelle déjà. Bon. Alors, il reste à peu près une heure. Ben, enfin, oui. Une heure avant la fin de l'encan. Rendez-vous donc sur macause.com-AVS. Si vous voulez poser des questions, il y a la salle de réseautage du fond de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est à droite de l'écran, où il y avait le chat public qui est en bas. Et là, on va accueillir la grande vedette de la soirée. C'est un athlète du stéthoscope. C'est le sexe symbole des sans-oxygène. Le docteur François Marquis, qui est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et qui est professeur associé de l'Université de Montréal. Et vous entendez pas, là, mais les gens sont en délire à la maison. Ça va être terrible. Donc, je voudrais remercier d'abord la financière Banque nationale, qui est notre partenaire donateur de la causerie, le groupe Joanne Claveau, Gestion de patrimoine. Et d'abord, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Mais donc, ça va pas si mal que ça si vous pouvez être ici ce soir? Pas si pire, pas si pire. C'est pas si pire? Oui, comment ça se passe? Est-ce que c'est... Bien, la deuxième vague est totalement différente de la première. Autant la première a vraiment mis sous tension tout l'hôpital et un peu comme tordu la guenille. Là, on est vraiment plus dans l'impact marathon. On est vraiment sur la lancée de fond. C'est un peu comme courir dans une pente. Tant qu'on garde la même vitesse, ça va bien. Je comprends. Le fait que... vous aviez parlé, la deuxième vague, ça serait très compliqué, parce que d'abord, il y aurait deux choses. Il faudrait s'occuper des gens de la COVID, mais il faudrait continuer aussi à s'occuper du reste des patients. Vous me disiez que c'est plus complexe, parce que là, c'est pas... L'hôpital Maisonneuve-Rosemont a reçu le gros des patients qui étaient atteints de la COVID à la première vague. Là, c'est pas le cas. Les cas sont répartis un peu partout. Mais c'est presque plus complexe. Bien, en fait, le fait d'avoir moins de cas de COVID. Sur beaucoup d'aspects, c'est plus complexe parce que là, dans la deuxième phase, c'est vraiment, il y a un élément de partage d'équité, ce qui fait que l'hôpital doit virtuellement être séparé en deux. Il y a les zones COVID, les zones pas COVID. Quand tout un hôpital, ou presque tout l'hôpital est COVID, ça va... Des fois, c'est quasiment un peu plus simple parce que le personnel est plus mobile. On transfère quelqu'un d'une zone chaude à une zone chaude. Là, maintenant, il y a toute la question de l'équipement qui ne peut pas traverser facilement d'une zone chaude à une zone froide.
Pire encore pour le personnel, l'absentéisme, les mouvements des patients à travers tout ça et le partage des espaces. Donc, le défi de maintenir les activités quotidiennes qui font aussi un peu là, l'éclat de Maisonneuve-Rosemont, là, notamment en hématologie ou des choses comme ça, en même temps qu'on gère nos patients COVID, en même temps que notre cancérologie, notre programme opératoire, les soins intensifs et l'urgence, qui demeure une des plus occupées au Canada, tout ça mis à la sauce COVID, c'est un défi. Et comment ça se passe là, dans les soins intensifs? Là? C'est toujours ça qui nous inquiète quand on voit les informations. En ce moment, aux soins intensifs, comment ça se passe? Bien, présentement, c'est sous contrôle. Hein? Oui. On a de la place, on a encore des ressources. Ça demeure fragile. Je pense que c'est important que la population comprenne qu'on est dans un marathon et qu'on doit continuer de travailler fort tous ensemble. Mais ça va bien. Et on a séparé nos soins, zone chaude, zone froide. On a une autre zone dans une autre place dans l'hôpital. Et c'est surtout très dynamique. Donc, on s'adapte. Et s'il devait avoir une poussée de cas, on change des cloisons de place, on réassigne des ventilateurs, on change la ventilation et ça continue. Oh. S'il y a des gens qui veulent parler à Elvis, parce que vous êtes l'Elvis de la COVID, je dirais, vous allez dans la salle de réseautage de la Banque nationale, c'est le logo à droite. Vous pouvez entrer en studio lors de la période de questions. Si c'est impossible d'entrer dans une salle, c'est parce que la salle est complète. Vous pouvez poser des questions aussi en bas, dans le chat public. Vous pourrez donc, dans la prochaine demi-heure, poser des questions au Dr Marquis. Les équipes, donc, sont... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes mieux organisé, mieux préparé que la première vague? Bien, oui. J'imagine. Ben. Oui. Il y a énormément de travail qui a été fait. Puis pendant la période que les gens ont appelé l'été, nous, on a appelé ça se préparer à la deuxième vague. Donc, toutes les inquiétudes de la première vague, là, le manque d'équipement, le manque de ventilateurs, tous ces éléments-là, ça c'est à peu près du réglé. Maintenant, ce qui est beaucoup plus un défi, c'est que justement, pendant cet été-là, on ne s'est pas vraiment reposé personne. Donc, c'est d'affronter l'automne en étant... Ben, on peut le dire, on est un peu tanné comme tout le monde du COVID. On est épuisé. C'est plus la gestion du personnel et aussi de l'équipement. Il y a de l'équipement qui était sur sa fin de vie, dont la fin de vie est arrivée un petit peu plus vite que ce qui était prévu. Là. Je me pose la question, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de pandémie, hein? On le sait. Oui, je les adore, ces gens-là. Mais oui, je les adore moi aussi. Mais d'abord, juste une chose, si c'est vrai qu'il n'y a pas de pandémie, je veux juste féliciter les talents d'acteurs de tout le personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de tout, parce que je peux vous dire, vous êtes pas mal plus crédible que n'importe quel acteur qui aurait joué ce rôle-là. Si c'est vraiment Bill Gates qui vous paye, vous êtes bon. Ouais. Vous êtes bon. Lâchez, vous perdez votre temps dans les hôpitaux, faites une carrière internationale, ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des gens qui n'y croient pas, qui se sont retrouvés à l'hôpital et qui étaient atteints de la COVID? Ça, c'est vraiment personnel. Oui, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Puis je pense que le fait d'être intubé aux soins intensifs le guérit les complotistes. Rendu là, je pense que tu fais juste admettre, mais il faut comprendre, c'est tout ça un mécanisme de défense. Pour ces gens-là, c'est tellement gros, c'est tellement épeurant que c'est réconfortant de simplement nier que ça n'existe pas. Bon, c'est difficile de gérer ça, mais il faut aussi comprendre qu'ils ont une détresse, ces gens-là. Et les complotistes ne complotent pas pour le plaisir de comploter. Là, il y a une petite détresse en arrière ça. Et c'est probablement parce que c'est tellement gros qu'ils se disent, si c'était vrai, c'est que c'est un peu trop gros pour que je puisse gérer ça dans mon quotidien. Le Fonds Tous solidaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est né avec la COVID, c'est né avec les problèmes. Parce que là, vraiment, il y a des problèmes beaucoup plus criants, très précis, en ce qui concerne la COVID. D'ailleurs, la première victime de tous ces événements-là, c'est votre mannequin. Oui, alors, dans les soins intensifs, là, moi, je m'occupe du centre de simulation et on a ce mannequin-là qui est un mannequin extrêmement sophistiqué, qui est un peu l'équivalent là, des avions, des simulateurs de vol où on met les pilotes. Il faut comprendre qu'il y a des gestes en médecine où, quand on s'occupe des patients, qu'il faut être bon du premier coup. Et donc, on s'entraîne sur ce mannequin-là qu'on contrôle par un ordinateur qui peut mimer toutes sortes de conditions. Et quand la COVID a commencé en Europe, surtout, on a compris que ça arriverait chez nous. Et on s'est mis à former en accéléré beaucoup d'infirmières. Ça nous a permis de raccourcir le temps de formation. Seulement, c'est à peu près 40 jours pour former une infirmière de soins intensifs. On a ramené ça à peu près à 12-13 jours avec des triades, toutes sortes de techniques, mais pour aider ces infirmières-là qui n'étaient pas des infirmières de soins intensifs, qu'on attrapait à gauche et à droite. On a énormément utilisé le mannequin qui a succombé. Qui était là avant, lui. Donc, oui, qui était là avant, qu'on sert pour entraîner les jeunes médecins, pour rafraîchir des notions. C'est très pratique pour, entre autres, entraîner les gens à des conditions très, très rares qu'on va voir 1 à 2 fois dans notre carrière, mais qu'il faut être bon du premier coup. Donc, on l'avait.
Et là, on Ah, l'a... mais ça, c'est quand même une notion. Vous autres, il n'y a pas de répétition. Quand Non, ça arrive, ça arrive. c'est là où... C'est toujours du direct. Mais et c'est ce qui est arrivé, c'est que ce mannequin-là avait quand même quelques années d'usure dans le corps, disons qu'il était vraiment plus sa garantie. Et là, ben, ça l'a complètement... Il est fini, là. On en a besoin d'un nouveau. Et, donc, les besoins de financement proviennent de toutes les équipes de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est pas seulement les soins intensifs, c'est d'urgence, c'est partout, là. Oui, c'est ça, effectivement. C'est que le fonds Tous solidaires avec HMR, c'est vraiment de l'équipement, du personnel et de formation de personnel et aussi du matériel pour se préparer les détections pandémiques, les choses comme ça. Maintenant, effectivement, c'est pas juste les soins intensifs, c'est pas juste la simulation. J'étais à l'urgence ce matin, je parlais là avec mon collègue ami Éric Gagnon. Eux, ils ont besoin d'une nouvelle machine d'échographie. Pourquoi une nouvelle machine d'échographie? Ben, c'est parce que les autres ont été utilisés à corde, ils ont été désinfectés, c'est dur sur les machines. Eux, ils ont besoin de ça. Quand le patient arrive, plutôt que de le promener partout en radiologie, bang, on peut faire des diagnostics à l'urgence. On minimise le risque de contagion dans l'hôpital. Bon, c'est une des choses qu'on a besoin. L'équipe de cancérologie, eux, ont besoin de former des infirmières sur un standard international. Ils doivent passer des examens. Ils ont besoin de financer ces examens-là. Donc, toutes des choses extrêmement concrètes qui deviennent automatiquement quelque chose dont le patient bénéficie à l'instant où on a ces fonds-là. Donc, quelque chose d'extrêmement concret pour nous, dont on a vraiment besoin. La réalité, c'est que quand on est rendu à demander à la Fondation, toutes les autres pistes, là, ils ont été explorées. La Fondation, pour nous, c'est la dernière source là, de financement pour ces choses-là dont on a besoin de façon urgente, mais aussi immédiate. Je pense à ça. Il y a des gens qui ont terminé récemment leur cours et qui sont, j'imagine, en formation avec vous. Est-ce que vous faites encore de la formation? Avez-vous le temps de faire de la formation de personnel? Bien, on n'a pas le choix parce que la vie continue. Donc, il y a d'autres maladies que la COVID et on doit s'assurer que nos gens sont bons pour toutes les situations. Et on continue de faire des formations, on continue de les faire en accéléré, autant au point de vue des médecins, allothérapeutes, infirmières, les préposés. On fait beaucoup de formations en équipe. Et oui, on continue d'en faire encore présentement. Aujourd'hui, dans le centre de stimulation, il y avait de la formation. Et aux soins intensifs, il y a une autre équipe qui est en formation. Mm-hmm. Si les gens sont malades, il faut aller à l'hôpital quand même. Il faut... Ah, tout à fait. Oui. Et ça, c'est une des choses, malheureusement, qu'on a vues avec la première vague. Les gens avaient tellement peur de la COVID. Ah, c'est encore pas mal comme ça, je vous dirais. Là. Et que dès qu'ils commençaient à avoir des symptômes, ils disaient « je vais attendre ». C'est que, paradoxalement, ce qu'on a vu, c'est des gens qui avaient des maladies courantes qui se présentaient beaucoup trop tard. On a fait des grandes campagnes de publicité sur l'infarctus, sur l'AVC pour que les gens se présentent vite. Et là, on voyait des gens, comme dans les années 80, là, qui avaient eu un infarctus il y a 2 jours puis qui étaient restés chez eux. Et ça, c'est un message d'espoir important. La COVID est sous contrôle dans les hôpitaux. Si vous avez besoin de soins médicaux, il y a des gens que j'ai entendu dire qui ont annulé leur chirurgie. Annulez pas votre chirurgie. On a un hôpital dans un hôpital. On est capable de s'occuper des COVID, on est capable de s'occuper des non-COVID et c'est sécuritaire. Juste pour mon plaisir personnel, est-ce qu'il y a des gens qui se présentent à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et qui veulent être traités par vous? Oui, ça arrive. Et qui refusent en disant non, moi, je veux le docteur Marquis. C'est déjà arrivé. Bien, vous ou d'autres, parce que vous n'êtes pas le seul à le garde 24/7. Dans ce temps-là, vous êtes devenus des personnalités publiques, oui. Et là, ce que je fais dans ce temps-là, c'est relativement simple. J'explique, vous écoutez, je suis vraiment occupé, je vais vous envoyer Dr Gagnon. Je le tire en dessous de l'autobus. Souvent, je pense que ce que les gens veulent, surtout un visage connu, je pense que c'est ça qui est aidant. Mais il y a beaucoup de médecins qui ont participé, qui ont été vus dans Maisonneuve-Rosemont là, via de garde 24/7. Et je pense que ça l'a amené... Quand les gens arrivent à l'urgence, ils ont vu telle infirmière qui était dans une séquence, ils ont vu tel inhalothérapeute, ils ont vu des préposés. C'est pas juste une question de docteur, mais c'est une question de dire « Hey, je connais l'hôpital ». Et les gens s'approprient l'hôpital, disent « Je le connais, cet hôpital-là, j'ai confiance ». Et les administrateurs sont peut-être un peu moins contents, mais oui, ça a augmenté l'achalandage de l'urgence. C'est une réalité, là. Les chiffres sont là. Puis une autre réalité, c'est qu'il y a des gens, vous avez sauvé des gens. On va parler à un de vos patients qui s'appelle Monsieur François Queneau. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est François Queneau? Oui.
Monsieur Queneau est un patient particulier. Il a vraiment bien marqué nos soins intensifs. Il est allé en France régler des choses familiales. À ce moment-là, la France était durement touchée, encore un peu comme aujourd'hui. Il revient de voyage. Et là, on est en mars, on est au tout début de la première vague. Il tombe malade, il se ramasse aux soins intensifs, il est intubé. Et là, il y a la totale. Mais quand je dis la totale, c'est la totale. Et il va sortir des soins intensifs au mois de juin, si ma mémoire est bonne, après le grand parcours du combattant. Et ça me fait vraiment plaisir qu'il ait accepté ce soir là, d'être parmi nous. Donc, François Queneau, le patient préféré des soins intensifs et son épouse Geneviève. Bonsoir, M. Queneau. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'abord. Ma première question, c'est... en fait, j'ai envie de vous dire comment allez-vous, mais vous allez visiblement très bien. Oui, disons que je vais beaucoup mieux qu'avant d'être admis dans le service du docteur Marquis, qui est principalement responsable de ma vie aujourd'hui. Hein. Je le dois grâce à son équipe formidable qui m'a traité. Le résumé qui a été fait est tout à fait ça. Effectivement, je suis resté pas loin de 10 semaines dans son service. Suite à effectivement la COVID que j'ai probablement attrapée dans l'avion en rentrant de France. J'ai eu toutes les complications possibles pendant cette période-là. J'ai été inconscient la plupart du temps, ce qui fait que moi, personnellement, je n'en garde pas un très grand souvenir, sauf on va dire, des à peu près 3 dernières semaines après ma reprise de conscience. Là, ce n'est pas vraiment un réveil, mais plus une prise de conscience. Mais mes souvenirs avant le 10-15 mai à peu près sont à zéro. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Mon dernier souvenir remonte à lorsqu'on a composé ici depuis l'appartement le 911 pour obtenir de l'aide et qu'on m'a emmené à l'hôpital. On m'a fait une piqûre en m'expliquant qu'on me transférerait à l'hôpital Rosemont puisque j'habitais à Gatineau à cette époque-là. Et j'ai souvenir qu'on me fasse la piqûre et je me suis réveillé environ 7 semaines après. Et pendant toutes ces semaines, c'est l'équipe du docteur Marquis qui a pris soin de moi et qui a répondu en fait à toutes les interrogations évidemment que pouvait avoir ma femme et permis de garder le contact avec elle. Votre femme d'un salut, Mme Rioux. Merci d'être là également. Excusez-moi, très impoli. J'aurais dû vous dire bonjour en commençant aussi. Non. Je me posais la question, parce que moi, j'ai l'impression de vous connaître parce que je vous ai vu dans De Garde 24/7. Est-ce que vous avez, une fois que vous êtes arrivé à la maison, avez-vous commencé à regarder le film dans lequel vous avez joué finalement, sans vous en rendre compte, vous le dites? Oui, on l'a regardé, évidemment. On suit un petit peu l'émission De Garde 24/7. Je m'intéresse évidemment de beaucoup plus près maintenant à la fondation de l'hôpital et tout ce qui s'y rattache. Donc, j'essaye d'aider autant que faire se peut. Et effectivement, oui, on a suivi ça de près. D'accord. C'était assez particulier parce que vous habitez Gatineau. Oui, exactement. C'était un déménagement tout récent. En fait, j'ai pratiquement toujours habité dans la région de Montréal. J'ai été suivi depuis plusieurs années à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour des problèmes rénaux qui étaient sous contrôle et qui se sont un petit peu dégradés au fur et à mesure du temps. Mais je connais très bien le service de néphrologie que j'ai fréquenté dans les 10 dernières années. Alors pour vous, Mme Rioux, donc, il fallait vivre ça à distance durant toutes ces semaines-là? Oui, à distance, mais de toute façon, comme les visites étaient interdites, j'aurais pas pu aller à son chevet. Donc, je pense pas que le fait d'être à Gatineau a été nécessairement plus compliqué là, que le fait qu'on était en temps de COVID et qu'on ne pouvait pas avoir accès comme visiteur ou accompagnateur. Je comprends. Donc, vous dites presque que c'est votre deuxième famille, M. Queneau, le personnel de l'hôpital? Oui, tout à fait, parce que j'ai évidemment quand j'ai repris conscience à l'hôpital, j'étais paralysé à probablement à peu près 80%. En fait, je pouvais bouger la tête et un petit peu le bras droit. Je ne pouvais rien tenir à la main, pas un verre d'eau. Donc c'est le personnel en fait qui a pourvu à tous mes manques et ils étaient nombreux à ce moment-là. Ils sont allés bien au-delà en fait des simples besoins que je pouvais avoir. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'ils essayaient de m'apporter au maximum le confort dont je pouvais manquer. Donc c'est pour ça qu'assez rapidement, je les ai appelés ma deuxième famille parce que premièrement, je n'avais pas accès à ma famille directe, la famille de Geneviève
tout son entourage, en quelque sorte, parce que moi, ma famille reste en France. Donc, dans tous les cas, ça aurait été un petit peu long pour faire quelque chose. Donc, ici, quand je suis au Québec, c'est sur ma famille d'ici que je compte. Mais n'ayant pas accès pendant cette période, j'ai vraiment retrouvé cette aide dont j'avais besoin, non seulement en tant que patient, mais en tant qu'être humain en général, auprès de cette équipe qui s'est montrée absolument formidable. Là, je vais poser une question au Dr Marquis. Je connais la réponse, mais sinon, j'aurais jamais osé poser cette question-là. Mais est-ce que M. Queneau était un bon patient? Un excellent patient. Et il ne serait pas comme ça s'il n'avait pas été un excellent patient, un partenaire de tous les instants. Quand il dit qu'il était faible, là, ça lui a pris 1 semaine pour être capable de tenir sa tête. Pour être capable de tenir sa tête droite, ça a été 1 semaine de travail. Il n'a jamais lâché. Il y a eu des moments de découragement, on a eu des bonnes conversations, mais c'est comme un athlète, il a accepté, il avait son but, il voulait sortir des soins intensifs et les gens ont compris ça aux soins intensifs aussi. Et le moment de son congé a été assez glorieux. Dans la série, c'est assez magnifique, oui. Et ça n'a pas été fait pour la série dans le sens où ça a été organisé et nous, on a filmé un peu clandestinement pour garder souvenir de ça. Mais pour les soins intensifs, il demeure le symbole de pourquoi on fait ça et pourquoi les dons sont si importants. Et je prends 1 seconde pour remercier tous les donateurs, tous ceux qui vont donner quelque chose, parce que c'est des histoires comme ça que ça permet. Et pour nous, c'est de la motivation concentrée. Est-ce qu'on peut dire que vous avez presque... C'est terrible ce que je veux dire là, mais une petite déception quand des patients comme ça s'en vont? Ils vous quittent? C'est un fait. On s'attache et c'est bien qu'ils partent. Ben oui. Parce que comme ça leur permet de revenir. Et M. Queneau est revenu visiter l'équipe des soins intensifs en marchant. Et pour nous, c'était comme genre, boum. Parce que là, on l'avait vu avancer doucement, pas après pas. Et là, il est parti, il a continué de faire toutes ces choses et il est revenu. Et il nous a prouvé, voici, là, non seulement je suis revenu, mais je suis redevenu la personne que j'ai repris contrôle de ma vie. Et ça, pour nous, comprenez que nous, ce qu'on vise, c'est de faire ça avec chacun de nos patients, c'est de le retourner à une vie qui a du sens, à une vie de qualité, quelque chose qui va leur permettre de continuer de s'épanouir. Et pour nous, un témoignage comme ça, aujourd'hui, c'est de l'or en barre, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. En tout cas, vous êtes un couple magnifique. On l'a compris dans la série quand on vous a... Non, mais c'est beau. C'est quand même... Ça fait du bien de voir des gens s'aimer dans ces périodes-là. Étonnamment, vous nous avez fait du bien, tous les deux, à nous comme spectateurs. On vous en remercie. Merci à vous. Longue vie, longue vie. On vous embrasse. Nous aussi, on vous embrasse très fort et merci d'avoir sauvé sa vie. Oui, je voudrais d'ailleurs remercier... on dirait que je l'ai déjà fait, mais mon épouse, parce qu'elle a su parler aux médecins, elle a toujours gardé confiance en ma capacité à surmonter la maladie. Et je pense que ça a été très important que ce message arrive dans l'oreille des médecins, parce qu'ils en ont tenu compte, évidemment, pour faire le plus possible. Est-ce que vous avez senti, Mme Rioux, enfin pas senti, mais est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, mon Dieu, j'ai pas assez d'informations? Parce que nous, on voit ça de l'extérieur, les gens qui n'ont pas été à l'hôpital, mais la difficulté de communiquer. Vous êtes-vous senti à un moment donné complètement démuni, vous n'aviez pas assez d'informations? Excusez, je suis un petit peu émue, là. En fait, j'avais l'information qu'ils avaient, donc c'est sûr que j'aurais voulu en avoir plus, mais la COVID étant ce qu'elle était, on ne la connaissait pas, donc... les médecins me disaient un peu les complications qu'il avait eues, l'embolie, tout ça. Puis eux-mêmes, ils étaient très transparents, donc ils me disaient vraiment ce qu'il en était. Donc ça, on ne sait pas si ça va s'améliorer. Ça, on pense que oui. Donc, disons que j'aurais voulu en savoir plus, mais je sais que je savais tout ce qu'eux savaient. D'accord. Bien, merci beaucoup. On vous embrasse. Et on espère vous revoir à l'événement à votre santé l'an prochain. On va être 1000 personnes. On espère qu'on va pouvoir être 1000 personnes. Ça et pouvoir se prendre dans nos bras, ça serait formidable. Ils sont présents physiquement, c'est sûr. Oui. Au revoir. On vous embrasse. Au revoir. Merci. Parce que c'est assez particulier. D'abord, c'était très émouvant. Tout ce segment-là dans la série de Garde 24/7, c'est la réalité qui frappe. C'est Et on comprend aussi que Maisonneuve-Rosemont ne traite pas que des gens
de la région de l'hôpital. Il y a des gens de partout au Canada qui peuvent être traités. Oui, et ça, on peut faire ça simple, là. Il y a un Québécois sur 10 qui est traité à Maisonneuve-Rosemont. Okay? C'est que naturellement, notre bassin de population local, c'est la majorité. Mais on draine des gens de partout dans le Québec et dans le Canada. Thérapie de pointe en hématologie pour lequel on est très, très, très connu. On est un de 2 centres au Canada qui offront les CAR-T, les fameux CAR-T. On a un centre de greffe de moelle osseuse. Tout le travail oncologique, les greffes de cornée, toutes les choses comme ça, on draine une population qui dépasse de loin simplement Montréal. Et c'est cet équilibre-là, d'être là pour notre population locale à tous les instants, mais en ouvrant les bras à tous ceux qui ont besoin de Maisonneuve-Rosemont, qui se transcendent l'île de Montréal. Et dans un contexte de COVID, la problématique, c'est que si j'ai commencé un traitement oncologique ou un traitement de greffe de moelle et que la COVID frappe, moi, je ne peux pas fermer l'hôpital puis dire regarde, il y a la COVID, tu vas revenir dans 6 mois. Le traitement est commencé. Ces traitements-là ont des balises extrêmement précises qu'on doit respecter. Ça, pendant la première vague et encore plus dans la deuxième vague, c'est un défi. Pourquoi pire dans la deuxième vague? C'est que tout ce qui était possible médicalement de tasser, on l'a fait pour la première vague. Et donc là, on doit vivre avec ce retard-là et on doit composer avec les cas qui continuent. Les gens continuent de nous appeler. La maladie, elle s'en fout de la COVID. Là, elle ne nous a pas donné une petite pause. Là, ils font pitié avec leur COVID. Non, non. Et donc, nous, les besoins sont criants à cause de ça parce qu'on veut tous profondément continuer d'être là pour notre population locale, mais aussi pour le reste du Canada. Moi, c'est une chose, quand j'ai accepté d'être porte-parole de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on m'avait fait visiter pas tout ce que vous faites, mais une partie de ce que vous faites. Et ce qui me fascine, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des offres pour aller travailler à l'extérieur, dans des conditions probablement plus... On s'entend? On s'entend? Et je veux juste vous remercier, vous, tous les membres des hôpitaux du Québec. Merci de rester avec nous. C'est exceptionnel. Moi, j'ai une très grande fierté à être... c'est drôle, j'ai dit dans une interview que être porte-parole de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est probablement ce dont je suis le plus fier de ce que j'ai fait. Puis il y a des journalistes qui m'ont dit, ben là, t'en mets un peu. J'ai dit, c'est pas ce que je fais qui me rend fier, c'est le fait de dire que... On dit souvent dans notre métier, écoute, on égaye le monde, on ne sauve pas des vies, mais vous autres, vous faites ça. Et pour moi, c'est ce dont je suis le plus fier, c'est d'être associé. Et si je peux apporter un peu de lumière... Merci beaucoup. C'est très apprécié parce qu'une des choses, justement, c'est qu'on est tous très, très, très occupés. Et c'est important que ce message-là sorte, qu'on a besoin d'aide. C'est un travail de passion, c'est vrai. On le fait beaucoup pour la passion. On a une population qui est extrêmement attachante. On l'a vu, on a des patients en or. Mais on a besoin de moyens et... Pour pouvoir avoir ces moyens-là, il faut que quelqu'un soit capable d'être un peu notre porte-parole. Puis un gros merci de l'être. C'est très gentil. Alors, on va passer aux questions du public. Oui. On va aller donc rejoindre quelqu'un chez lui. Bonjour. Bonsoir, en fait. Vous êtes en onde. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lécuyer, bonjour, Dr. Marquis, ou bonjour, François. On se connaît bien. Oui. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Je suis Gwendoline Bonnet, je suis membre du comité organisateur de la soirée AVS depuis plusieurs années maintenant. Et c'est fabuleux, l'adaptation à cette soirée virtuelle. Bravo, c'est tout un défi. Puis vous le relevez très bien jusqu'à maintenant. Bravo. C'est gentil, merci. Est-ce que vous avez une question pour le Dr. Marquis? Oui, j'avais une question. Je me demandais, on voit qu'il y a encore beaucoup de cas dans cette deuxième vague-là. Malheureusement, on a du mal à descendre en bas du 1000 et tout ça. Mais je me demandais, en quelque part, qu'est-ce qui explique qu'on ait moins d'hospitalisation durant cette deuxième vague-là? Bon, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a vraiment... on connaît mieux la maladie. C'est qu'on sait un peu plus qui garder à l'hôpital, qui retourner à la maison. L'autre chose, honnêtement, c'est que la première vague a frappé... vraiment de front la population la plus faible. Et là, c'est des personnes un peu plus jeunes, plus en santé. L'effet paradoxal de ça, c'est que ceux qu'on va admettre sont plus malades. Parce que pour amener quelqu'un de 30 ans à être hospitalisé aux soins intensifs, on comprend, leur corps est capable d'en prendre la misère. Donc, on a moins de patients aux soins intensifs, mais ils sont souvent plus malades. Et c'est un peu ça le défi. C'est moins dans le nombre que dans la lourdeur des cas. D'accord. Bien, merci beaucoup pour votre question.
Bonne soirée. Si les gens veulent se joindre à nous, la salle de réseautage de la Banque nationale, dans le logo à droite, ou sur le chat en bas de l'écran, on a d'ailleurs une question de Nathalie Dallaire qui vous demande « Est-ce que vous sentez que le regard des gens a changé vis-à-vis des professionnels de la santé? » Je pense effectivement que la COVID a fait une prise de conscience sur l'importance d'avoir un réseau en santé, un réseau fort. Et presque tout le monde à travers la COVID a eu quelqu'un de sa famille qui a été hospitalisé et a vu les choses de l'intérieur. On a aussi une émission extraordinaire comme De Garde 24/7 qui permet aux gens de vraiment voir, de comprendre. Les gens sont intelligents. Quand on leur donne l'information, quand ils voient vraiment ce qui se passe, ils revisent leur jugement. C'est quand on ne sait pas qu'on invente. Du moment qu'on se met à voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai, puis qu'on voit les vrais efforts faits par les vraies personnes sur le terrain, ça parle du cœur. Puis quand ça parle du cœur, les gens comprennent. On s'en va. Une question de Charlotte. Peut-on dire que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont... qu'est-ce qu'on peut dire pour que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et pour le système de santé? Est-ce qu'il y aura un avant et un après COVID? Oui, ça, certainement. Donc, en partant, tous ceux qui pensaient qu'une grande pandémie arriverait jamais, bien là, je pense qu'on a eu un petit reality check. Et ce qui veut dire que maintenant, toutes les créations des nouveaux hôpitaux ou même la gestion des hôpitaux en cours a été complètement bouleversée. Tout ce qui est isolation, le trajet des patients dans un hôpital. Et on va vivre avec la COVID. Tranquillement, les vagues vont devenir un bruit de fond, mais on va continuer d'avoir des patients COVID pour les prochaines années, comme les gens ont oublié, mais on a encore des patients H1N1 une fois de temps en temps, la fameuse grippe porcine, on en a encore. Et donc, pour nous, c'est une nouvelle maladie avec laquelle il va falloir composer pour toujours. Probablement pas dans les mêmes conditions qu'on a là, on va s'en sortir de cette partie-là, mais il va y avoir un avant et après, ne serait-ce qu'on va pouvoir reconnaître les gens qui étaient dans la première vague grâce à leurs cicatrices sur le nez, sur le côté des oreilles laissées par les marques. Oui. Les masques. Je tente, c'est une analyse bien personnelle, dites-moi si ça a de l'allure, j'essaie de lancer un message d'espoir. Je me dis, est-ce que ça se pourrait que le nombre de cas qui a monté récemment soit une résultante de l'Halloween où il y a eu un certain relâchement et que les gens, on verrait dans 2 ou 3... par exemple, est-ce que ce serait possible qu'on voit dans 2, 3, 4 jours une baisse des... on espère, une baisse des cas qui serait due à l'Halloween? Est-ce que ça se peut, ça, comme raisonnement? Le timing est bon, dans le sens où, présentement, la hausse de cas vraiment suivie de 7-8 jours après les dates de la fin de semaine de l'Halloween. On va le savoir dans 3 ou 4 jours. Si on voit qu'on retombe à notre bruit de fond d'à peu près 800 à 1000 cas, ça veut dire que c'est vraiment l'Halloween. Si on reste accroché à 1300... drapeau rouge, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mais c'est presque pas une bonne nouvelle si c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut plus relâcher, là. Ça, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas relâcher. Ça, descente, pas descente, on ne peut pas relâcher. Parce que là, présentement, 1300 cas, le réseau est capable d'absorber ça. Le danger du 1003, c'est que de glisser rapidement à 1500, 2000, 3000, 5000 et de venir comme aux États-Unis ou la France, c'est tout à fait possible et ça va se faire beaucoup plus vite que les gens pensent. Il ne faut pas se relâcher parce que si on dérape, il arrive un point où rattraper va demander tellement d'énergie que ça sera peut-être même plus faisable. Beaucoup plus simple de ne pas devenir une zone rouge que de redevenir une zone verte. Une question de Eliane qui demande comment est-ce que vous êtes devenu ce porte-parole, un interlocuteur privilégié par les nombreux médias? Parce qu'on va se le dire, j'ai eu une époque où je faisais vraiment beaucoup de télé, mais jamais autant que vous en faites. Alors, très bonne question. En fait, tout a commencé un peu par De Garde 24/7 et quand la COVID est arrivée, les gens savaient que j'étais aux soins intensifs, les gens savaient que j'étais touché directement par ça. On a commencé à m'appeler. Et moi, j'ai tout de suite pensé que c'était une occasion en or que d'informer les gens, parce que là, j'entendais absolument n'importe quoi sur la COVID. Et là, je me suis dit, OK, bien, si on me demande, je vais répondre, je vais être présent, je vais répondre à un maximum de questions. Et à partir de là, en étant disponible, ben, ça a fait boule de neige et c'est un peu comme ça là, que j'ai commencé à partager mon temps. Là, une question vraiment pas simple. Comment on va mettre fin à la pandémie? Ça va être un mélange de plusieurs choses. Il n'y a pas de baguette magique, on l'aurait déjà utilisé. Premièrement,
population, population, population. Chaque petit geste compte. C'est un exercice de démocratie, passer à travers la COVID. Les gens disent tout le temps, ce que je fais, ça compte pas ou ça n'a pas d'impact. Là, on défonce le recyclage. Là, l'idée, c'est le geste personnel, le fait soit de respecter, va faire la plus grosse différence, le plus gros impact. Ensuite, ça va être une utilisation de nos ressources. Ça, c'est ce qui est important, c'est le système de santé, de ne pas se laisser dépasser par la COVID, de ne pas se laisser dépasser par le reste. Un jour, on va avoir plus de traitements. Il y a des choses extraordinaires en recherche sur lesquelles on travaille activement à Maisonneuve-Rosemont. On fait partie de l'équipe régionale, canadienne et mondiale des grandes études sur la COVID. Il y a des choses assez impressionnantes. Il n'y a pas juste des vaccins. C'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas juste le vaccin qui va nous sortir. Et donc, le vaccin, ça va être bien, ou les vaccins, parce que c'est probablement des vaccins qu'on va avoir pour la prévention, mais il va toujours avoir des gens malades qui vont l'attraper. Et là, ça va être les traitements. Et il y a des choses, il y a une mobilisation extraordinaire, autant à Maisonneuve-Rosemont que dans le reste du monde. Et c'est il va y avoir, on le disait tout à l'heure, un avant ou un après COVID. Cet esprit de mobilisation-là contre l'ennemi commun, la maladie commune, j'avais jamais vu ça, moi, de toute ma carrière, et mes collègues n'ont jamais vu ça non plus, là. On a une question de Catherine Guy qui dit vivez-vous des émotions fortes quand vous traitez des patients ou est-ce qu'avec l'expérience, vous réussissez à gérer vos émotions? En fait, il faut gérer nos émotions parce que si les émotions, on déborde, on n'est pas très utile. Souvent, j'aurais tendance à dire avec l'entraînement, on devient extraordinairement calme parce que c'est comme ça, c'est notre entraînement qui fait ça. On absorbe l'information, on travaille avec l'information, on organise les gens. C'est un peu un gros travail de chef d'orchestre qu'on fait. Je dis pas qu'après, l'émotion ne peut pas nous rattraper, mais dans le pendant, souvent non. C'est vraiment juste là un travail, mais on va le dire, là, on est dans zone. Et quand on est dans zone, il n'y a rien, les gens le savent, tu es parfaitement concentré, tu as ton travail à faire, tu le fais. Et après, souvent, dans les minutes ou les heures qui vont suivre, on dirait que tu prends conscience de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as vécu. Des fois, ça peut prendre un certain temps passer à travers ça. On n'est pas des machines. Les gens du système de santé ne sont pas des machines et c'est la raison pour laquelle la première vague a laissé une empreinte aussi importante. On a vu des choses, on a vécu des choses que les gens processent encore, qui sont encore en train d'essayer de passer à travers. Ça a été émotivement extrêmement difficile, la première vague. Et on dirait que des fois, ce qui fait peur de la deuxième vague, c'est de se dire, je ne veux pas vraiment repasser là-dedans. Raison pour laquelle, pour nous, c'est si important que tout le monde fasse sa part. Alors, on a une question du public. On va aller rejoindre. Oui, bonjour. Bonsoir, en fait. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je vais vous laisser vous présenter. Excellent. Michel Bento. Écoutez, je voulais juste prendre 2 petites secondes, premièrement, pour vous remercier, première des choses. Et je me demandais comment vous faites pour trouver un équilibre avec tout ce qui se passe en ce moment et avec tout ce que vous devez vivre et revivre du point de vue personnel. C'est une excellente question. C'est pas facile. Okay? Première des choses, là, c'est pas facile. Je pense que c'est important d'avoir des gens autour de soi qui sont là pour nous supporter. Puis moi, je suis chanceux, j'en ai beaucoup, en commençant par mon épouse. Et ensuite, il faut se garder des moments très précieux à soi. On n'en a pas beaucoup, mais moi, personnellement, je suis un patenteux. C'est que j'ai ma shed avec mes outils, avec mes choses, et je fabrique des prototypes, je programme des ordinateurs, et ça, c'est mes moments à moi. Il n'y en a pas des tonnes, mais quand je suis dans ma shed, il n'y a pas grand-chose pour me déranger. Et c'est ces moments-là où on se ressource, qu'on fait le vide, et après ça, on est capable de retourner dans notre quotidien. D'accord. Bien, merci beaucoup pour votre question. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Une question de Jean-Philippe Beauvais qui dit là, ça, c'est... Quand on va avoir un vaccin disponible, qui vont être les personnes prioritaires et dans combien de temps? Et surtout, la grosse question, je pense que j'imagine que ça va être les gens du domaine de la santé, mais dans combien de temps la population du Québec sera vaccinée? Bon, premièrement, la façon simple de l'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Si, par exemple, ma population est sur une île déserte, OK, puis il y a, mettons, 1000 personnes sur une île, donc elle n'est pas déserte, il y a 1000 personnes dessus, mais que le seul lien, c'est un bateau. Si j'ai peu de doses de vaccin, qui que je vaccine? Le capitaine et son équipage, parce que le virus ne peut passer que par là. Donc,
quand on reçoit les vaccins, il va en avoir probablement plusieurs. Certaines personnes vont être plus appropriées pour certains vaccins. Et là, on va regarder le nombre de doses. Ceux qu'on veut vacciner en premier, c'est les gens qui sont naturellement très fragiles. Et ensuite, ceux qui sont très susceptibles d'être au croisement des populations, ceux qui vont l'attraper facilement ou qui pourraient le transmettre facilement. Et donc, ça, c'est souvent les gens du système de santé, mais aussi les gens, par exemple, qui travailleraient dans les soins, les services à domicile, les choses comme ça. Donc, il faut faire cette balance-là entre les gens qui sont très vulnérables et ceux qui sont très infectieux ou dont l'infection ferait une catastrophe. Ouais. Il faut balancer tout ça. En termes de quand ça va être disponible... Ça, c'est la question épouvantable. Ça va vraiment dépendre... À partir du moment où c'est disponible pour tout le monde, est-ce que c'est pensable de se dire que si on en a assez, on ne le saura pas, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on sait à peu près en combien de temps ça va prendre pour vacciner assez de monde au Québec pour que... ce qu'on veut, c'est à peu près 70 à 80 minimum de la population de vaccinée. Maintenant, ça va dépendre du type de vaccin, mais moi, c'est pas ça qui va être le problème. Ça va pas être d'organiser des systèmes de vaccination. On est capable de faire ça, ça ne m'inquiète pas du tout. Ce qui va être plus complexe, ça va être d'obtenir le nombre de doses nécessaires. Il est là le défi, c'est de sécuriser le nombre de doses. Mais à partir de là, les distribuer, les administrer, je pense que ça, c'est un problème logistique. Le Québec est capable de faire des choses pas mal plus compliquées que ça. Là. On s'entend entre une soirée de vote où il faut mobiliser toute une population en une soirée puis vacciner tout le monde. Si on a les doses, bien, ça sera le vote du vaccin, puis ça peut y aller assez rondement. Là. Puis il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est une fois qu'on va avoir le vaccin, est-ce qu'on va être contagieux quand même? Bien, c'est ça. Là, il va falloir voir les vaccins. Il y a différents types de vaccins qui vont tous avoir leurs avantages, leurs inconvénients. Et ça, on est en train de faire ça. C'est ça, les études de phase 3 que les gens entendent. Puis là, il y a une étude de phase 4 qui est l'étude un peu de post-mise en marché, où là, on regarde sur des millions de personnes, c'est quoi l'efficacité sur le terrain, le nombre de doses. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 doses? Est-ce qu'on a besoin de 3 doses? Est-ce qu'une seule dose est suffisante? La deuxième dose, on la fait quand? Est-ce qu'on a besoin d'un rappel dans 5 ans? Toutes ces questions-là, pour l'instant, c'est pas vraiment important. L'important, c'est de casser la pandémie en vaccinant un maximum de personnes. Et après ça, même si le vaccin ne donnait qu'une immunité pour 5 ans, c'est pas grave. On a cassé la pandémie et on a 5 ans pour gérer le reste. Mm-hmm. Donc les vaccins, il va y avoir différents vaccins pour différents types de personnes. Donc. Le plus probable... Le vaccin qui serait bon pour moi ne serait peut-être pas bon pour ma fille, par exemple. Je dirais plutôt optimal. Il y a des gens pour qui, OK, tel vaccin va être une protection optimale pour cette personne-là versus l'autre vaccin va être le meilleur pour une autre personne. Ça ne sera pas une question qui est efficace, qui n'est pas efficace. Ça va être vraiment de dire quel est le meilleur choix. Et les chances sont qu'on va avoir plusieurs types de vaccins parce qu'il faut comprendre, c'est pas une course où il y a juste un gagnant. C'est pas parce qu'une compagnie met sur le marché un vaccin que tout le monde va dire « Oh non, on a perdu la course, on arrête ». Il y a de la place pour beaucoup de vaccins. Et ça va aussi nous aider d'avoir un nombre de doses suffisant. Parce que comme ce n'est pas les mêmes technologies pour faire les vaccins, une usine de vaccins peut être capable de produire le vaccin de la compagnie selon la recette A et une autre installation va faire les vaccins selon la recette B. Et donc, ça nous permet de mobiliser beaucoup plus de machinerie pour fabriquer des vaccins. Okay. Donc, une fois que vous allez être vacciné dans les hôpitaux, est-ce que ça va être beaucoup plus simple pour vous de traiter les gens après ça? Juste au niveau quotidien, oui. Parce que là, ça va vouloir dire les équipements de protection vont être beaucoup plus simplifiés. C'est certain là, que ça ne deviendra pas un gros party, là, mais oui, définitivement, au quotidien, ça va faire un changement extraordinaire. D'accord. Bien, merci beaucoup. On va se revoir à la fin d'environ un peu moins d'une demi-heure. On va y aller avec le dévoilement de l'argent amassé. Merci 1000 fois. Et à tout de suite. À tout de suite. Le docteur Marquis, on entend l'ovation debout des gens. Des gens qui tapent sur leur clavier. Merci. Merci. Je vous rappelle que donc, vous avez un bouton, je fais un don en haut de l'écran. Il y a l'onglet don qui est disponible sur l'encan en ligne, sur bacause.com/AVS. Et vous devez vous inscrire en mettant votre numéro de téléphone, votre courriel et votre nom, bien sûr. Et si vous misez à l'encan silencieux, par exemple, bien, vous allez recevoir des textos si des gens misent sur les mêmes
l'eau que vous. L'encan ferme à 19h15. Je remercie les partenaires donateurs de l'encan, la CIBC. Les lots sont regroupés dans différentes catégories. Il y a des gastronomies, voyages, mode. Alors, je remercie donc nos partenaires donateurs de ces catégories, Crésus, Énergir et Mazar. Et il y a 4 donateurs qui sont présents virtuellement avec nous, Véronique Rivet, Daniel Vézina, Philippe Dubuc et Simon Blais. Si vous voulez poser une question à un de nos invités, bien, vous vous rendez dans la salle de réseautage CIBC, c'est le logo à droite. Vous entrez dans la salle seulement lorsque l'invité est à l'écran, si vous voulez poser une question à un invité, bien sûr. Et l'équipe de production va vérifier avec vous que tout fonctionne bien, puis vous pourrez donc poser vos questions. Alors, ma première invitée chez ces gens, c'est la première femme à monter sur le podium du concours de meilleur sommelier au monde en 2013. C'est une amie de la Fondation depuis plus de 15 ans. C'est Véronique Rivet. Véronique Rivet. Oh! Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Patrice. Oh, merci d'être là. Merci. J'ai grand bonheur. J'ai eu la chance, il y a eu un problème avec un vigneron qui n'a pas pu se présenter une année à Montréal Passion Vin. Et j'ai fait la présentation, c'est pas vrai. J'étais sur scène avec toi quand on a fait la présentation des vins. Et je dois te dire que c'est un des moments dans ma carrière où j'ai été le plus impressionné. Parce que avec des artistes et tout, ça va, mais avec une sommité mondiale comme toi, c'était... j'en garde un souvenir extraordinaire. Hey, j'ai dit, hey, j'ai été sur scène avec elle, t'es énervé. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Bon, donc, quand même, je me rappelle vividement. C'était en effet, on a remplacé ce vigneron-là à pied levé, puis moi, j'étais tellement contente de t'avoir à mes côtés parce que justement, tu as la touche pour détendre les gens, là, puis dédramatiser des situations qui pourraient l'être un peu plus. Oui. Alors, les gens peuvent miser. Le lot, en fait, c'est du champagne. Oui, mais c'est toi également. Raconte-nous un peu ce qu'on offre aux gens ce soir à l'enquête. Ben, déjà, c'est une dégustation de champagne, des champagnes exceptionnels. Il y a un lot de 5 champagnes absolument extraordinaires. Puis je viendrai, si vous voulez bien de moi, mais je pense que les gens connaissent, surtout ceux qui sont familiers avec À votre santé, que je suis une fan finie de champagne. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc, évidemment, selon les règles en place au moment où vous ferez, où l'acquéreur du lot fera sa dégustation, soit j'irai chez vous, dans la grande région de Gatineau ou de Montréal, ou sinon, on le fera de façon virtuelle. On vous enverra les bouteilles de champagne, puis on se retrouvera, comme ce soir, en ligne. Il y a pour vous énumérer les champagnes qui sont dans le lot, donc du Veuve Clicquot pour commencer, un Laurent Perrier Grand Siècle, grand vin de Laurent Perrier, de Bollinger, La Grande Année 2007, Dom Pérignon 2006 et Krug 2004. Donc, un line-up je comprends, oui. assez alléchant, mettons très, très, très pétillant. Donc, je serai là pour vous commenter les vins, parler de l'histoire derrière la Champagne, la région, toutes les anecdotes qui se cachent derrière. Il y a énormément d'histoires dans les caves de la Champagne, déguster les vins ensemble et puis répondre à toutes les questions de ceux qui seront présents. Et ça, il ne faut pas se gêner parce que les gens peuvent penser que pour faire une dégustation comme ça avec quelqu'un comme toi, ça prend des connaisseurs. Tous les niveaux vont, quel que soit notre niveau, on peut apprécier une soirée avec quelqu'un comme toi quand même. Ça prend une seule chose pour ça, Patrice, c'est 2020. Oui. Non, mais pour avoir eu la chance de le faire, des fois... Tout le monde a du goût, tout le monde, et souvent, on n'arrive pas à mettre en mots, on n'arrive pas, ou on n'a pas l'habitude de se poser ces questions-là, puis des gens comme toi peuvent nous guider dans nos pensées, et c'est toujours fascinant. J'imagine que même toi, quand tu rencontres des dégustateurs, ça doit être aussi intéressant pour toi. Ah, toujours. C'est l'apprentissage de la dégustation, la compréhension des mécanismes de la dégustation, comment on goûte et on sent, tout ça, c'est fascinant, puis c'est en évolution constante. Mais c'est ça qui est le fun du vin, c'est qu'on peut s'adresser à n'importe quel public, peu importe le niveau de connaissance, vous êtes des néophytes ou vous êtes des amateurs chevronnés, il y a toujours plein d'échanges qui sont possibles, puis on est tout le temps en train d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, et tout ça en buvant des grands champagnes. Ben oui. Il y a Eliane qui pose une question. Elle dit d'un côté plus personnel, comment ça t'est venu ta passion pour le vin? Oh boy! Ah, c'est une question, ça, oui. Je ne vais pas vous prendre le temps qui reste, hein? On va plutôt le prendre pour faire monter les enchères. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je dis souvent ça comme ça, je me suis jamais réveillée un jour avec une illumination, mais j'ai toujours été très gourmande, très curieuse.
Puis voilà, donc très attiré par le monde de la nourriture et du vin. On peut peut-être préciser aussi une chose, j'ai dit une erreur. On ne fait jamais d'erreur quand on boit du champagne. J'en ai même déjà bu dans des souliers, puis bon, c'est pas bon, mais c'est une belle expérience. Mais c'est pas toujours la flûte. En fait, on ne devrait pas boire le champagne dans des flûtes à champagne. Est-ce que je me trompe? Ben moi, je me suis versé un verre pour l'occasion. Hein. Oui. J'ai du mal de parler de vin sans goûter. Puis voilà, c'est les mêmes verres qu'on utilise à votre santé pour la soirée. En effet, la flûte n'est pas nécessairement la plus appropriée. Donc, les gens qui se porteront acquéreurs du lot pour des grands champagnes, justement, qui sont... c'est des vins à part entière, là. C'est pas... et des très grands vins dans le cas de ce lot. Une flûte est un petit peu trop étroite pour que le vin s'exprime pleinement. Donc, on privilégie grandement des verres à vin, un verre à vin blanc. Une forme de tulipe, toujours. Ça peut être comme une flûte, mais il faudrait que ce soit plus évasé par le bas. Puis, il y a presque plus de producteurs en Champagne qui utilisent des flûtes. La grande majorité utilise, c'est ça, une flûte un peu plus renflée au bas ou quelque chose qui ressemble un peu plus à un vin blanc. Et surtout, on peut manger avec le champagne. Ah oui, là, tu touches une de mes cordes sensibles. Oui. Le champagne est tellement considéré comme un vin de célébration, comme un vin de toast, quand on veut porter un toast ou une occasion spéciale, ou pire encore, pour baptiser un bateau. Ça me brise le cœur. Ou les champions de Formule 1 qui s'en arrosent. Je me suis dit, non, moi, je vais le boire. Oui. C'est... Oui, un vin de célébration, c'est un super vin d'apéritif, en effet, parce que son acidité, sa fraîcheur nous fait saliver puis nous ouvre l'appétit, mais c'est pour moi un des plus grands vins de gastronomie qui soit. Avec des poissons, avec des viandes blanches, c'est sûr, mais même avec des viandes rouges. Quand on va en Champagne, les producteurs vont faire un repas complet, 4, 5, 6 services avec du champagne, puis c'est vraiment pas tiré par les... Ça se tient, là. C'est un grand vin de gastronomie, puis c'est un de mes plus grands plaisirs, c'est de le faire découvrir à table. Mais vous n'êtes pas obligé de sortir le caviar ou de faire un chef à la maison. J'allais vous montrer, mais le pire, c'est vrai, je ne vais pas montrer mon sac de chips. un de mes accords préférés, c'est du champagne et des chips. Champagne et des chips, on va essayer ça. L'encart ferme à 19h15. Le décompte apparaît au bas de l'écran à droite. Bien, merci beaucoup, Véronique. Je pense que je vais miser moi-même si j'ai le temps dans la soirée. Merci. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. On parlait de grands chefs. Eh bien, on en a un. C'est, si vous avez des questions, on va lui parler dans quelques instants. Si vous avez des questions pour Daniel Vézina, c'est dans la salle de réseautage CIBC ou dans le chat public. Alors, Daniel Vézina va nous présenter. Il fait partie des lots à l'encan silencieux. Je pense qu'on va aller le rejoindre. Ah, il est là. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Patrice. Et on fait comme si on ne se connaissait pas beaucoup, OK? Monsieur Vézina, écoute, quel honneur! C'est un grand honneur, Patrice, de pouvoir être là ce soir avec toi. Oui, je suis très, très, très content. Écoute, si je n'avais jamais... Personnellement, c'est un ami, oui, mais même si ce n'était pas un ami, je le dirais. Pour moi, c'est un des grands chefs, sinon le plus grand. J'ai toujours trippé sur ce que tu fais, Daniel. Alors, on peut peut-être d'abord présenter qu'est-ce que c'est que le lot qu'on offre. C'est 2 nuitées à l'hôtel Château-Laurier, un panier de produits de la Maison Orphée, ça, c'est des huiles et des condiments, c'est de la région de Québec. Et il y aura une expérience gastronomique offerte par le Laurie Raphaël. Et bien, évidemment, je vais te laisser présenter qu'est-ce que ce sera que cette expérience gastronomique. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour les envoyer à Daniel. Daniel, on t'écoute. OK. Alors, Patrice, comme tu sais, le Laurie Raphaël, les repas qu'on fait ici, les plats qu'on crée, c'est en fonction de la saison. Donc là, on ne sait pas trop les gens qui acquéreront le lot, s'ils vont venir au printemps, à l'été ou à l'automne. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience est un 5 thèmes. Un 5 thèmes au Laurie Raphaël, c'est une dizaine de plats environ. Donc, c'est un magnifique menu, bien sûr, qui sera accompagné avec les vins là, en accord. Et ce que j'aimerais parler, Patrice, c'est un peu de l'expérience maintenant qu'on vit au Laurie Raphaël, qui est quand même, je dirais, assez extraordinaire. Donc, lorsque les gens entrent dans le restaurant, tout de suite après qu'ils nous aient donné leur manteau, on les amène directement en cuisine pour saluer toute l'équipe. Donc ça fait tellement plaisir aux gens, puis ça fait plaisir, bien sûr, aux cuisiniers de rencontrer les gens. Après ça, tranquillement, on les amène vers le bar, où je me trouve en ce moment, tout près du cellier. Donc, les gens, on va leur servir l'apéro, on va leur apporter des amuse-bouches et, bien sûr, on va leur expliquer ces fameux 5 thèmes.
Dans les 5 thèmes, Patrice, il y a la transmission des saveurs, la transmission des connaissances, le nouvel arrivage, la cuisine classique, la marque des saisons, héritage et tradition. Donc, on tourne autour de ça en fonction des saisons. Et bien sûr, on travaille avec les petits producteurs locaux. Hein. Nous, on est tout près de l'île d'Orléans, de Portneuf, de Sainte-Anne-de-Beaupré, de Charlevoix. Donc, on travaille en proximité avec tous ces petits producteurs-là. Et bien sûr, comme tu le sais, avec mes enfants, bien sûr. Ben oui. Laurie, Raphaël. Bon, on avait d'ailleurs une question d'Olivier qui dit « Travailler avec ton fils, ça doit être un honneur et une fierté quand même. » C'est épouvantable. Non, Patrice, c'est une grande fierté. C'est un grand bonheur de pouvoir l'avoir près de moi, comment je pourrais dire, de pouvoir lui transmettre, bien sûr, mes connaissances, mais de pouvoir vivre des choses ensemble. D'ailleurs, on a fait pour Montréal Passion Vin, l'année passée, nous avons fait le repas à Montréal, et de 500 personnes. Donc, ça demandait toute une... Il fallait orchestrer tout ça, beaucoup de mise en place, une semaine à l'avance, une logistique. Là. Et Laurie, Alex, est vraiment fantastique aussi pour toute cette logistique-là. Donc, on travaille en famille et je pense que c'est un grand privilège de pouvoir travailler tout le monde ensemble, surtout en cette période de COVID, Patrice, où on est obligé de travailler avec des équipes un peu plus restreintes. Et on a la force de la famille, on la sent vraiment très bien en ce moment. Oui. Tu vas offrir d'ailleurs, je pense, tous les livres de ta collection de cuisine qui vont être bien oui, je voulais bonifier un peu le lot avec mes 6 livres, dont le dernier qui est La cuisine réfléchie, qui a gagné d'ailleurs un prix canadien récemment. Donc, je tiens à offrir ces 6 livres-là avec le lot ce soir. Oui, et il y avait Olivier qui posait une question. D'où est venue ta passion pour la cuisine? Et si je me souviens bien, c'est parce que ta mère faisait pas bien manger. Oui, bien sûr, c'est un peu à cause de ça, mais c'est surtout à cause de elle que je suis devenu un chef aussi, parce qu'elle me trouvait très critiqueux, bien sûr, à la maison. Oui. Elle me disait tout le temps, toi, si tu ne fais pas un chef dans la vie, je me demande ce que tu vas faire. Donc, j'ai écouté ses conseils et je suis devenu T'as écouté ta mère, c'est quand même formidable. Bien, merci beaucoup, Daniel. Merci. C'est un grand plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, bye. Merci. À bientôt. Merci. Je vous rappelle que tout l'argent qui est amassé, ça va pour le Fonds Tous solidaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, si vous avez des questions sur l'ensemble de l'encan, vous avez la salle de FHMR ou le chat public. Et si vous avez des questions pour mon prochain invité, c'est le même principe aussi. C'est sa première participation à la soirée à votre santé. On va lui demander pourquoi. On a un de nos grands designers, Philippe Dubuc, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Hey, que je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Et je tiens aussi à dire qu'on a aussi une pensée pour tous nos restaurateurs du monde entier. C'est vrai. Et donc, c'est quand même... C'est particulier ce que tu offres ce soir à l'encan, parce que, bon, c'est pas seulement ce que tu offres, ce sont tes vêtements aussi, mais c'est d'où viennent ces vêtements-là? Où est-ce que tu les as mis juste avant qu'on ferme les restaurants, justement? Oui. Justement, donc, c'est notre première collaboration à la soirée, mais ça fait déjà plus de 7 ans que la société et la marque Sarah Pacini participent d'une manière ou d'une autre aux activités de levée de fonds. Et donc, la marque Sarah Pacini offre ce soir 8 silhouettes complètes. Et ces silhouettes, en fait, la particularité de ces silhouettes-là, pour répondre à ta question, c'est que nous avons organisé une exposition dans le restaurant Le Monarque, qui est situé dans le Vieux-Montréal, pendant la période où le restaurant était ouvert. Et bien sûr, c'était pour créer une forme de distanciation sociale dans le restaurant. Et donc, les gens allaient manger et voyaient ces œuvres-là. Genre, des gens en ont parlé un peu, mais c'était une idée extraordinaire parce qu'avec la distanciation sociale, justement, on ne peut pas mettre autant de gens qu'avant. Donc, les gens mangeaient parmi tes créations. Oui, justement. Lorsque la pandémie est arrivée, on se disait comment on peut faire pour être créatif dans cette situation-là. Et chez Sarah Pacini, nous avons brainstormé toute l'équipe ensemble en se disant, ça serait peut-être bien de pouvoir justement faire une installation mode artistique dans un lieu. Donc, on a approché le restaurant Le Monarque et ils ont vraiment embarqué dans cette histoire-là. On s'est inspiré du lieu pour... il y a 30 silhouettes qui ont été exposées dans le restaurant, des silhouettes hommes
des silhouettes femmes. Et l'idée, avant tout, c'était de créer une forme de trompe-l'œil, parce qu'on sait tous que les restaurants ont une capacité moindre pendant le temps de la pandémie. Donc, nous voulions quand même créer un effet de convives, de gens qui sont attablés. Donc, tantôt, on avait des silhouettes assises, debout, au bar. Et vraiment, je peux vous dire que ça a créé vraiment un super bel effet. Parce que l'idée, c'était quoi? C'est d'avoir l'impression que lorsqu'on arrive dans le restaurant, il y a déjà du monde qui sont là. et ça faisait du bien. On a une question du public. Qu'est-ce qui débarque les collections Sarah Pacini des autres designers? Alors, en fait, Philippe Dubuc et moi-même, on fait partie de la maison Sarah Pacini depuis 2017. Mm-hmm. Et donc, je continue à dessiner les collections hommes Philippe Dubuc et je me suis joint à l'équipe de stylistes de Sarah Pacini pour décider la collection hommes. Et puis, c'est vraiment une super belle aventure. Et qu'est-ce qui démarque, en fait, le style? C'est le style, bien sûr, la substance. Je crois que ce sont des deux idées qui sont à la base de toutes les activités chez Sarah Pacini, que ce soit dans la création des collections, le choix des fibres, des matières. J'aimerais aussi dire qu'il y a beaucoup de mailles, beaucoup de tricots dans les collections. Donc, c'est sûr que ce sont des vêtements qui sont totalement adaptés à ce qu'on vit présentement. D'accord. Écoute, merci Philippe. Merci mille fois. C'est très généreux de ta part. Puis, je vous souhaite de ramasser le plus de fonds possible pour la Fondation. Et encore une fois, c'est un honneur pour nous de participer à cette levée de fonds. Merci mille fois. Bye-bye. Salut. À très bientôt. Un de nos grands créateurs. Alors, on a un prix de présence, c'est 4 bouteilles de champagne Laurent Perrier cuvée rosé brut. Alors, c'est attribué au hasard grâce au système qui a enregistré votre présence virtuelle. Donc, si vous avez inscrit votre nom, vous avez inscrit votre nom à l'arrivée. Alors, le nom des gagnants va défiler à l'écran. Si votre nom apparaît, vous allez dans la salle de réseautage, FHMR, le logo à droite, ou si jamais vous n'avez pas de caméra, vous allez sur l'adresse fondationhchabert.ca pour vous identifier. Et puis là, on vous mettra au courant de comment faire pour entrer en possession de vos bouteilles. On remercie nos partenaires donateurs pour cette présence. Alors, les Promotions universelles et Morancy, Société d'avocats. Et on a un autre lot à l'Encan. Je vous rappelle que l'Encan ferme à 19h15 sur macause.com/AVS. Alors, après la mode, maintenant les arts visuels, la galerie Simon Blais. Alors, si vous avez des questions concernant ce lot, c'est sur la salle de réseautage de CIBC, le logo à droite ou le chat public. Et on a la chance d'avoir Simon Blais, copropriétaire de la galerie. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Patrice. Merci d'être là. Merci. Un endroit, si jamais vous n'avez pas vu ce lieu-là, c'est comme voyager. Et on en a besoin ces temps-ci, s'il faut aller à la galerie Simon Blais. Alors, ça fait plusieurs années que vous soutenez la Fondation. Ça fait de nombreuses années, mais laissez-moi vous rappeler que ça a commencé il y a peut-être 10 ans ou 12 ans quand j'ai participé à la construction de la collection d'art de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en faisant de nombreux dons. Sylvie et moi, on avait offert toute une collection d'œuvres d'art. Et aujourd'hui, la collection de l'hôpital est vraiment importante. Mais écoutez, la soirée à votre santé, vraiment, ça a commencé, enfin, on y participe depuis peut-être 7 ans ou 8 ans. C'était avant tout votre présence, Patrice, et puis celle de Dodo qui nous a beaucoup inspirés. Et puis aujourd'hui, Joanne Claveau qui est une amie et qui est une fabuleuse organisatrice, nous vous invite à revenir. Puis c'est vraiment un plaisir et un bonheur d'y participer afin de faire de telles levées de fonds. Je pense que c'est essentiel dans notre société de redonner aussi. On peut peut-être expliquer ce que vous offrez. Vous offrez quand même des choses fantastiques. Une œuvre de Jean-Paul Riopelle. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une lithographie qui fait partie d'un album, un portfolio qui s'appelle Parler de cordes. Ça a été fait en 72-73. Jean-Paul Riopelle, à cette époque-là, au début des années 70, avait fait une série d'œuvres et a toujours été un peu inspiré par les cultures du Grand Nord, donc les cultures inuites et les cultures amérindiennes, c'est-à-dire de la côte ouest. D'ailleurs, il y a une exposition qui va ouvrir très bientôt au Musée des Beaux-Arts autour de ce thème-là spécifiquement. Alors, la litho que nous offrons ce soir s'appelle le coq, mais ça fait partie donc de la suite qui s'appelle les Parler de cordes. Et si on regarde bien l'image, on voit que c'est un jeu de ficelles, en fait. C'est-à-dire des ficelles que des Inuits s'amusaient à nouer dans leurs mains pour faire des jeux, pour faire des motifs. Et ça portait tout plein de noms, des noms
en langue inuit. Et puis Jean-Paul a fait donc beaucoup d'œuvres autour de ça. Il a fait la suite de lithographie. Il a fait des tableaux qui s'appellent la série des ficelles. Alors, ça fait partie de ce groupe-là. Une très jolie lithographie originale signée, numérotée, qui est en plein dans l'esprit du temps. Oui, je me retourne parce que je regarde, il reste moins de 6 minutes pour la fin de l'enquête et ça va se terminer vraiment. Et on a une expérience VIP aussi avec une œuvre de l'artiste Carole Bernier. Oui, alors Carole est une peintre. Vous voyez derrière moi un immense tableau qui est à la maison, qui travaille sur la toile et qui fait aussi des estampes. Elle a travaillé notamment en Europe pour faire ses eaux fortes. Alors, ce qu'on a, c'est une soirée où on va visiter son atelier chez elle, ce qu'elle ne fait jamais. On va être un petit groupe et mon épouse et moi seront là pour vous accueillir et vous faire rencontrer Carole. On va lui poser des questions. C'est une magnifique pédagogue aussi. Son atelier est assez beau. Puis comme nous sommes tous des amateurs de vin dans le groupe, dans la famille, mon frère Claude sera là aussi, qui est le conjoint de Carole. Nous aurons une dégustation de vin dans l'atelier, tout en échangeant sur les techniques. On va apprendre des secrets de la technique de peinture de Carole, je suis certain. D'accord. Et on a une question du public, des gens qui aimeraient te parler. Oui, bonjour. Bonsoir, plutôt, pardon. Alors, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour Simon Blais. Je m'appelle Robert Racine. Je me permets de tutoyer Simon parce que nous nous connaissons. Mais Simon, j'aimerais savoir, depuis quand travailles-tu avec Carole Bernier? Et est-ce que c'est pas un peu inhabituel de représenter autant de femmes artistes dans une galerie d'art? Alors, écoute, on a choisi de représenter Carole dès 1995, ça fait donc 25 ans, à sa sortie de la maîtrise. Elle faisait sa maîtrise en art à l'UQAM. Et effectivement, on a à la galerie une représentation qui est rigoureusement partagée moitié-moitié entre hommes et femmes, et ça depuis, je pense, le début de la galerie, il y a 31 ans. Alors oui, c'est inhabituel, je pense qu'on est peut-être la seule galerie comme ça à Montréal ou au Québec, mais ça a toujours été un biais qu'on a soutenu, Sylvie et moi, puis on est là dans la galerie, on l'a fondé ensemble, Sylvie et moi, donc c'est pas juste une question politique, c'est vraiment parce qu'on a toujours une sensibilité pour le travail fait par les femmes d'ici. D'accord. Bien, merci beaucoup pour votre question. Merci. Bien, merci, Simon. Merci. Et puis, vous avez jusqu'à 19h15, moins de 4 minutes. Merci, à très bientôt. J'espère qu'on pourra se voir en très grand nombre chez toi, à ta galerie. Avec plaisir. Une exposition Françoise Sullivan en ce moment. D'accord. Merci. Merci mille fois. Au revoir. Alors, le prochain lot, c'est décevant, c'est moi. Alors, si vous voulez me poser des questions dans la salle de réseautage, le logo CIBC à droite ou le chat public. Donc, c'est déguster du champagne Krug. En fait, on dit Krug, nous, ici, mais les gens en Allemagne disent Krug. Donc, on va continuer à dire Krug, pas en Allemagne, mais en France. Alors, les champagnes, on va déguster du champagne Krug Brut 2004, champagne Krug Brut Grande Cuvée, la 160e édition. Alors, si les conditions le permettent, bien évidemment, j'irai chez vous. Sinon, on s'organisera de façon virtuelle, mais c'est toujours plus agréable de prendre du champagne en présence plutôt que de façon virtuelle. Il reste moins de 3 minutes d'ici la fin de l'encan. Je vous invite donc à miser. Je vais demander au docteur Marquis, le Elvis de l'hôpital, de venir me rejoindre quand même, parce que re-bienvenue. Merci. Donc, il y a beaucoup de lots intéressés et ça se termine. Oh, le décompte, il va rester moins de 2 minutes dans quelques instants. Donc, il y a 24 lots. Il y a un voyage découverte à la baie James. Il y a un repas. Il y a des repas avec des personnalités publiques. Vous pouvez manger avec Louis Vachon de la Banque nationale, Luc Ferrandez, Raphaël Jacob, avec qui vous pourriez parler des élections américaines, des journalistes, Riba El-Khoury, Marc Cassivi. Il y a une rencontre VIP avec la designer Isabelle Elie. Et alors, le décompte, vous le voyez ici. Il y a des bouteilles de champagne. Il y a un séjour dans Charlevoix. Il y a même la possibilité d'enregistrer une marque de commerce à vie, donc aux propriétaires d'entreprise. Alors, si jamais vous êtes l'acquéreur du lot, vous allez recevoir un texto. La Fondation va communiquer avec vous dans les prochains jours. Il reste... je me sens comme à CNN. Il reste... Oui, on va voir le résultat dans un instant. Vous allez recevoir un texto si c'est la question. Vous pouvez, à la fin de la soirée, aller dans la salle de réseautage de la Fondation Maisonneuve-Rosemont. Je vous invite à suivre la Fondation sur Facebook. Il va rester dans quelques instants moins de 1 minute. Vous pouvez suivre la Fondation donc, sur Facebook, sur LinkedIn, sur le Instagram. Vous allez pouvoir voir les réalisations qui ont été faites grâce à vos dons. Et pour l'avoir faite, je la raconte souvent, cette histoire-là, mais il y a quelques années, je me disais, je l'ai assez fait, peut-être les gens vont cette année et tout. Et on m'avait amené sur le terrain, on m'avait montré tout ce que les gens font à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est absolument extraordinaire. J'ai dit, écoute, je peux pas, ça serait pas de bon sens. Donc, bon. Alors, monsieur Dr. Marquis, il reste
bientôt 30 secondes. Vous vivez quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus depuis le début de la pandémie? Est-ce quelque chose qui vous... il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est la capacité de mobilisation d'une population. Quand tout le monde se met derrière un objectif pour le faire avancer, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Et en miroir à ça, nous, dans le système de santé, on répond. Et quand on nous demande de passer à la vitesse supérieure, quand on nous demande de faire l'extra, j'ai vu l'hôpital se mobiliser. Au moment où vous nous parlez, c'est la fin de l'encan. Maintenant. Ça, voilà. Et ça, c'est extraordinaire de voir ça parce qu'on se dit tout le temps, est-ce que mon geste là, va changer quelque chose? Oui. Et ça, c'est ce que je retiens de la pandémie. Ça a été comme le test de la population versus son système. Le test continue. Hein? On n'est pas encore arrivé à la fin du défi, mais j'ai cette confiance-là que je n'avais pas au début de la pandémie, de savoir que les gens sont en arrière de nous autres et qui comprennent que ce n'est pas toujours facile, mais qui comprennent qu'on fait notre maximum et ça nous aide. Par contre, de voir comment une seule chose est capable de fragiliser notre hôpital autant, ça c'est inquiétant. Ça, c'est quelque chose qui m'a inquiété. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi fragile et qu'on pouvait autant dépendre de la générosité des gens pour nous donner un coup de main. On pense tout le temps qu'on va réussir à s'en sortir. Ah, ça va fonctionner. Mais là on s'est rendu compte qu'on est allé gratter tous les fonds de tiroir et ça l'a amené, et je pense à un exemple, là, dans les laboratoires de recherche, à un moment donné, ils ont récupéré de l'équipement de recherche qui avait été donné là, par la Fondation, des choses comme ça, pour ramener ça dans les laboratoires pour l'effort COVID. Il y a des gens... C'est toutes ces choses-là qui ont été permis de faire. Donc, il y a vraiment des dons qui ont été faits à la Fondation pour des équipements qui ne sont pas en lien direct avec le traitement des patients, des choses de recherche, qui ont été récupérées. Et cette plasticité-là qu'on pense impossible dans un gros réseau complexe, je l'ai vécu. Et maintenant que je sais que c'est possible, je vais toujours m'attendre à ce que ça soit possible. On a une question du public, on me dit. On va aller rejoindre la personne. Oui, bonjour. Bonsoir. On va arrêter. Bonsoir. Ah, on l'a perdu. Ça arrive. Connexion. Oui. Alors, on me dit, écoute, je vais, pour le dévoilement, je vais inviter les coprésidentes, Joanne Claveau et Louise Roby, à venir nous rejoindre virtuellement parce qu'on va vous annoncer, vous dire combien d'argent on a ramassé. Je veux remercier tous les gens parce que, bon, c'est pas une période facile. Je veux remercier les gens qui ont organisé cette soirée-là. C'est absolument, ça a l'air de rien quand on regarde ça comme ça, mais c'est monumental comme travail. Passer d'un événement classique en salle avec des gens invités et dans un événement comme celui-ci, ça demande une somme de travail considérable. Je vous remercie tous pour votre générosité. Je remercie les membres du comité. Je remercie surtout les gens qui ont donné aujourd'hui ou qui ont donné déjà précédemment. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le dévoilement? Oui. Alors, grâce à vous, la 9e édition de Votre Santé va remettre, on va le voir à l'instant, le montant va apparaître. Wow! 130! Wow. On a dépassé l'objectif. Oui. 133 000. Wow. Ouais, ça, c'est une belle surprise. Ça, c'est une belle surprise. Écoute, vraiment, bravo tout le monde. Bravo surtout à vous. Merci à tous pour les dons. Merci à nos partenaires. Merci Joanne. Merci Louise. Merci l'ensemble du comité organisateur. On remercie Véronique Rivet, Daniel Vézina, Philippe Dubuc, Simon Blais, tous ceux qui ont offert des lots. J'ai envie de... Écoute, c'est beaucoup plus qu'on s'attendait. Oui, non, c'est de l'émotion. Faut comprendre, tout le monde a appris à vivre avec la COVID. Nos vies ont été changées. Et ce travail-là, fait virtuellement, on se pose toujours la question, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens sont avec nous autres? Et moi, je le prends comme un gros merci de la population. Et... Je le vois, là, moi, c'est dynamisant de voir ça parce que malgré tout ça, malgré le virtuel de la chose, là, il n'y a pas de virtuel. Là, c'est du réel. C'est du réel. Ça, c'est du vrai réel. Écoute, je vous donne rendez-vous en 2021 pour la 10e édition. On le veut tous, hein? Oh, ça serait tellement extraordinaire. Avez-vous une idée de la qualité des colleux qu'on va se faire si on a le droit? Si on a le droit. Alors, pour les habitués de Votre Santé, ça sera dans la forme traditionnelle. Ça sera un événement de réseautage. Alors, si vous voulez continuer, vous discuter entre vous, faire du réseautage, vous cliquez sur une salle. Le logo est à droite pour y accéder. Il y a une personne la première personne qui entre dans une salle devient l'autre. Elle contrôle la salle. C'est un maximum de 15 personnes par salle. Vous survolez le logo ou le numéro. La liste des personnes présentes va s'afficher. Et je vous invite également à Montréal Passion 20
format virtuel, c'est le 21 novembre. C'est très bientôt, ça, à 16h. Toutes les informations sur la fondationachabert.ca. Et le grand tirage pour gagner une des caisses des 11 caisses de vin d'une valeur totale de plus de 120 000 $, ça aura lieu durant cette soirée-là. Alors, je vous y invite. Merci beaucoup. Bravo, merci. Surtout. Bravo à la vôtre. Merci, Dr. Barqui. Ça fait plaisir. Merci à Vous à la maison. Un gros merci. Merci mille fois. Merci. Et puis, on espère se coller la prochaine fois. Je vous embrasse. Merci. Oui. Merci, Patrice.